Alexandre, merci à tous les deux de nous rejoindre. Bonjour Léa. Ça y est, Donald Trump a été élu et on va parler un peu de l'impact de son élection sur le marché. Alors, avant qu'on débute, Benjamin, comme tu nous rejoins, je vais te laisser 1 minute pour te présenter et puis après, je laisserai la parole à Alex. Ravi d'être là sur ce podcast pour IG. Moi, j'ai découvert les cryptos en 2012 d'une manière très candide. On n'avait pas autant de littérature que ce qu'on a aujourd'hui. On en parlait juste avant l'émission. Et c'est vraiment à partir de 2016 où on me demande de moins en moins de conférences sur le pétrole et de plus en plus sur les cryptos. Et là, je m'y suis mis à fond. Et en même temps, on a eu Binance qui est arrivé en 2017 et qui a complètement changé le marché parce qu'avant, on tradait les cryptos entre elles. Je trouve ça super dur. Je ne sais toujours pas le faire. Très peu de gens qui traitent Bitcoin contre Ethereum, mais on a l'arrivée des stablecoins sur des produits qu'on appelle les futurs perpétuels. Et là, on a beaucoup plus de trading et on arrive à quelque chose qu'on connaît un petit peu plus comme on a sur les autres marchés financiers. Et je me suis lancé complètement dans les cryptos à partir de 2020, où j'ai arrêté du coup le trading de pétrole. Je voyais de plus en plus de gens qui avaient des énormes postes dans des entreprises institutionnelles aller dans des entreprises crypto. Je me suis dit, il faut passer le cap, il faut y aller. Et très content de toujours y être. Et maintenant, je fais du Bitcoin market making. Parfait, merci beaucoup. Alexandre? Bonjour Eva et bonjour Benjamin. Alors moi, effectivement, je suis chez IG depuis maintenant 11 ans, ça y est, au mois de novembre, 11 ans pile poil chez IG. Donc je suis responsable d'analyse de marché pour le courtier IG. Donc le siège est à Londres, on travaille pour le bureau français, avec des analyses qui sont à la fois sur le plan macro, on regarde toujours ce qui se passe d'un point de vue politique, géopolitique, politique monétaire et autres, et voir quel impact ça a sur les différents marchés mondiaux, soit actions, obligations, devises, matières premières, et du coup crypto aussi, nouveau marché, enfin plus nouveau tant que ça, mais un marché qui monte en termes on en parlait tout à l'heure, en termes d'importance, de taille. On peut le comparer par rapport aux autres marchés, voir où il en est finalement dans cette croissance. Et ravi de partager le podcast avec Benjamin, parce que je le connais depuis aussi pas mal de temps, par réseaux sociaux interposés notamment. Et donc ravi d'échanger avec Benjamin aujourd'hui. Parfait. Je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet. Alors, on va analyser un peu l'effet de l'élection de Trump sur les marchés, l'impact que ça a pu avoir sur les indices boursiers, les matières premières, avec quand même 2 grands gagnants pour le moment, Trump et Elon Musk également. Oui. Après, il faut savoir que les marchés avaient pas mal baissé parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes et les marchés n'aiment pas l'incertitude. Et Trump a été rassurant. On sait qu'à chaque fois, il fait monter les marchés. Et aussi, phénomène, je trouve, qui est très caractéristique de son premier mandat, c'est que les marchés sont très techniques avec lui. Alors, peut-être que je m'imagine des choses, mais c'est arrivé énormément de fois. Et là, j'ai repris un petit peu le trading sur les produits classiques. Je fais pas mal de Dow Jones Futures. Et les marchés sont très, très techniques, à tel point, on a l'impression qu'il fait exprès. Par exemple, alors c'est plutôt sur des bougies daily, sur du 1 minute, il y a peu d'impact. Mais on va avoir un double top, il va annoncer de mauvaises nouvelles. On va être en bas, il va annoncer des bonnes nouvelles. On a l'impression que le marché est un petit peu plus manipulé et du coup, ça se reflète énormément sur le technique. Quelque chose qu'on avait moins, je trouve, dans le mandat de Biden où la macro était un peu plus présente. Alors, je ne dis pas de mettre la macro à la poubelle, je dis juste que le technique va l'emporter sur la macro, je pense, pendant son quinquennat. Alors, c'est intéressant comme point de vue, c'est un peu clivant. Alors, toi, en tant qu'analyste, Alexandre, qu'est-ce que tu en penses justement ? C'est vrai que cette fois-ci, par rapport à la fois précédente, c'est vrai que Trump, on connaît le personnage maintenant. C'est vrai qu'en 2016, c'était tellement changeant comme façon de communiquer, comme approche de toutes que ce soit les marchés, que ce soit l'économie ou autre. Il y avait le côté un peu stupeur à la base et le côté très radical de Trump. On se disait, mais comment ça va se combiner avec les marchés finalement ? Et il y avait eu, le jour de l'élection, le marché avait baissé. Puis derrière, ça avait été un feu d'artifice pendant pas mal d'années, avant que ça devienne plus compliqué sur la fin du mandat. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a moins cet inconnu. C'est-à-dire qu'on le voit très bien dans ses premiers... Alors, on ne dit pas tweet maintenant parce qu'il a son réseau social, mais qui sont repris, ses propos sont repris, ou ses messages sont repris sur X ou ailleurs. On voit qu'il reprend un peu les mêmes méthodes. C'est-à-dire qu'avant même que son administration rentre en fonction, pour l'instant, il est juste en train de composer sa future administration. Et ça joue d'ailleurs sur déjà le sentiment de marché, de voir quelles sont les couleurs plutôt modérées, plutôt radicales des personnes qui vont mettre à la santé, au trésor ou autre. On voit déjà le marché commencer à réagir. Mais c'est vrai que là, ce que disait Benjamin est très juste. Biden, pour lui, il faisait assez peu référence au marché. Alors qu'on sait que Trump, entre 2016 et 2020, c'était des références systématiques au marché. En clamant quasiment tous les jours, nous record sur le marché grâce à moi, etc. Et là, c'est vrai qu'on va s'attendre à ça. C'est-à-dire qu'on sait que si le marché baisse à un moment donné un peu trop à son goût, il y aura des phrases qui vont faire que il va essayer de faire bouger un peu les choses à sa sauce. Après, c'est vrai que d'un point de vue timing marché, en revanche, cette fois-ci, le marché
contrairement à ce qu'il avait fait lors de l'élection précédente, il a pas mal anticipé déjà l'élection de Trump, ce qu'on appelle le fameux Trump Trade, dès la rentrée, en fait, septembre, octobre, aussi bien sur les actifs crypto que sur les actifs classiques, les indices, le dollar aussi ou les taux. Il y a eu le marché a joué le côté Trump déjà en fonction finalement, et ses futures politiques qui sont considérées. C'est là qu'il y aura débat, je pense, et on verra dans la réalité ce qui va se passer. Mais le marché a joué le Trump reflationniste. Alors qu'on n'oublie pas que Biden a été inflationniste finalement par ses politiques, des budgets extrêmement étirés, des déficits qui ont couru pendant plus de 4 ans. Beaucoup de gens de marché, d'investisseurs ont joué l'arrivée ou le retour de Trump comme un candidat pro-inflation, pro-baisse d'impôts, pro-dérégulation. Et donc les taux ont grimpé, le dollar a grimpé, les marchés actions sont envolées parce que stimulation encore de l'économie alors qu'elle était déjà stimulée depuis plus de 4 ans. Et on va peut-être se rendre compte que la composition de son administration sera peut-être moins extrême et peut-être que la marge de manœuvre en fait, dont il disposera pendant ces 4 ans sera peut-être plus limitée, probablement d'ailleurs, c'est ce que je pense, plus limitée que pendant le mandat précédent. Par exemple, pour faire très court, le mandat précédent, quand il est arrivé, l'inflation, il n'y a pas de problème d'inflation en 2016, le déficit surtout américain... qu'il est très attendu par les Américains sur la gestion de l'inflation. Exactement. À l'époque, le déficit, quand il est arrivé, le fameux déficit américain, c'était 3%. Aujourd'hui, il arrive avec un déficit à 6%. Donc on voit bien qu'on a les mêmes problèmes en France aujourd'hui, mais sauf qu'en France, c'est un problème, ça n'est pas encore aux États-Unis. Il y a aussi la question de la cherté des marchés. À l'époque, quand il est arrivé, et Benjamin nous parlera des cryptos tout à l'heure, mais le SP500, quand il est arrivé, il valait 15-16 fois les bénéfices anticipés. Là, Trump arrive avec un indice qui se paie, le SP500, qui se paie 22 fois les bénéfices. Donc on voit qu'il avait une sorte de confort finalement à l'époque quand il est arrivé, d'inflation, de déficit faible, etc., et de marché pas trop cher, alors que là, c'est totalement l'opposé. Il arrive dans un contexte où il y a encore de l'inflation, même si elle a pas mal baissé, beaucoup de déficits et des marchés qui sont vraiment très très hauts. Donc voilà, ce sera peut-être plus délicat pour lui d'appliquer, il faudra que ce soit plus précis en tout cas, je pense, et moins rentre dedans que ce qu'il a pu faire dans le mandat précédent. Ça, et le 10 ans américain à 4,35, il faut le payer aussi. Hein. Sur la dette qu'ils ont, ça commence à faire très cher. Hein. Et on a beaucoup de tensions sur les taux à court terme en ce moment. Ouais, et heureusement qu'ils ont la crypto encore. Je pense que c'est pour ça qu'il est pro-crypto. Disons qu'il y a plus de contraintes que pour son premier mandat où finalement il avait plus de marge de manœuvre, quoi. Ouais, et du coup, comme je disais, c'est pour ça qu'ils sont pro-crypto, parce que tous les actifs crypto, donc je parlais des stablecoins en introduction, sont backés par des bons du Trésor américain. Et ça représente en termes de volume quasiment 200 milliards qui sont inclus là-dedans. Et il faut imaginer que le marché des taux à court terme américains, sans l'arbitrage, c'est à peu près 4 milliards qui sont vraiment faits par jour. Donc si ils se mettent à réguler à fond la crypto, voire même à la banne, à dire bah non, on veut pas de stablecoin dollar, il n'y a que le dollar qui est fort, ils sont morts sur leur taux à court terme et ils peuvent plus se le permettre. Donc en fait, ils sont un peu tenus par cette crypto et par l'impact que ça a sur l'économie américaine en travaillant tous les jours sur les taux à court terme. Et il y a déjà une petite inversion. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont pro-crypto, mais ils n'ont pas trop le choix. Et c'est vrai qu'en plus, Benjamin il met le doigt sur quelque chose d'important. C'est-à-dire que les cryptos, il y a 10-15 ans, c'était perçu comme quelque chose de presque anti-système. C'est-à-dire c'était fait pour se passer des banques centrales, se passer des États, des paiements transfrontaliers. Ça participe à la solidité du système. Voilà, et je pense que l'État américain et le régulateur, et c'est vrai que la SEC va changer de président, l'idée, je pense, quand même in fine, c'est de s'assurer qu'il y a un lien entre l'économie réelle, et tu parlais effectivement des bons du Trésor, effectivement les stablecoins aujourd'hui, d'ailleurs ils ont été autorisés ou autres, parce qu'ils reposent sur des bons du Trésor américains. Donc finalement, il y a toujours ce lien entre l'économie réelle, la dette américaine, le dollar. Et d'ailleurs, on a vu un tweet ce week-end de Trump là-dessus qui disait aux émergents, attention, si vous essayez de vous passer du dollar dans vos règlements ou autres, hop, les droits de douane, 100% derrière, etc. Donc on voit que pour la crypto aussi, et la nouvelle administration, c'est ça qui a plu au marché crypto très probablement, c'est qu'il y a une volonté de développer la crypto, et les banques vont y aller franco, je pense, là-dessus aussi, mais avec toujours cet amarrage, en fait, cet amarrage à l'économie américaine et au bon du Trésor américain. Voilà. Et je pense que si un jour certains acteurs veulent se détacher de ces bons du Trésor, là, l'argumentation pourrait changer. Tant que c'est bien arrimé au bon du Trésor américain, que c'est le collatéral, c'est le bon du Trésor américain, ça peut effectivement se développer assez rapidement. Et si on regarde, même en Europe, on a Pierre Persson, ancien député français, très pro-crypto, qui a lancé un projet crypto qui s'appelle Usual. Il a réussi à lever 500 millions d'euros pour investir sur des bons du Trésor qui sont tokenisés. Il ne le fait pas sur la France, il ne le fait pas sur la zone euro. Pourtant, il est ancien député français. Effectivement. C'est une bonne introduction. Tu parlais tout à l'heure justement des droits de douane, et je voulais parler avec vous justement de la politique économique pour 2025, des relations commerciales.
et puis également de ce que les événements géopolitiques pourraient dire pour les États-Unis en termes de boost pour certaines industries ou au contraire de période un peu de disette pour certaines industries. Alors je pense à l'armement, peut-être avec la guerre en Ukraine qui sera plus ou moins financée, les relations commerciales avec la Chine, le Canada et le Mexique, parce qu'on parle beaucoup de la Chine, mais il est aussi question du Canada et du Mexique. Alors, Alex, peut-être, est-ce que tu veux démarrer là-dessus ? Oui, c'est vrai que Trump veut des deals à peu près partout. C'est-à-dire mais ce mode opératoire il est déjà connu. C'est-à-dire qu'il arrive en tapant très fort du poing sur la table, avant même qu'il soit déjà en fonction, que l'investiture soit déjà passé, on voit qu'il dit voilà, je vais appliquer droit de douane de tant sur le Canada, tant sur le Mexique, tant sur la Chine. Pour l'instant, il n'a pas encore parlé de l'Europe. Alors, est-ce qu'il faut bien le prendre ou mal le prendre ? En gros, est-ce qu'ils sont trop petits, j'en parle pas, ou au contraire, il ne veut pas aller là-dedans pour l'instant ? On ne sait pas trop. En tout cas, les marchés ont quand même réagi, même s'il paraît que de la Chine, du Mexique et du Canada. Mais on voit ce modus operandi, c'est-à-dire j'arrive, je menace de droits de douane énormes, et on voit d'ailleurs la réaction tout de suite. Trudeau, par exemple, pour le Canada, hop, dans la foulée, il s'est entretenu avec Trump, il a expliqué qu'ils allaient durcir les contrôles aux frontières, etc. Donc, on voit que c'est déjà connu comme façon de procéder. Donc, tant que ça reste contrôlé, ça ne pose pas vraiment de problème au marché. Et finalement, chaque pays mettra un peu d'eau dans son vin pour faire en sorte que les relations avec les États-Unis restent bonnes. Mais des pays comme la Chine, par exemple, ils sont dans une situation économique aujourd'hui qui n'était pas celle de 2016, au premier mandat de Trump, ou 2017. C'est-à-dire que là, ils ont une économie qui est quand même plus faible. Ils ont du mal à arriver à ces 4% à ces 5% de croissance. Et si Trump arrive et là-dessus applique des droits de douane supplémentaires de 10, 15 ou 20%, sur un modèle chinois qui est déjà fatigué par une grosse crise, la plus grave crise immobilière qu'ait connue la Chine, ça fait 3 ans qu'ils sont dedans, du mal à stimuler cette économie, et bien si le Trump arrive là-dedans, et sachant que Biden avait déjà je vais dire presque affaibli l'économie chinoise par ces plans infrastructures qu'il avait lancés au début de son mandat. Les plans infrastructures, ça visait à subventionner massivement plein de secteurs aux États-Unis, à développer les infrastructures, les réimplantations d'usines, autos, batteries, panneaux solaires, etc., pour concurrencer la Chine, mais ça aussi concurrencer l'Europe. Mais du coup, la Chine a eu du mal à concurrencer ça, sachant qu'elle avait en plus une crise immobilière. Donc là, je dirais que la Chine va devoir y aller peut-être plus finement que les États-Unis. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas dire « Ok, tu mets droit de douane, moi je vais répliquer avec des mesures de rétorsion qui vont être énormes. » Parce que si elle réplique de manière trop violente aux États-Unis, le risque c'est que son économie s'affaisse un peu plus, que le yuan dévisse complètement. Et on a vu que les flux d'investissement directs étrangers en Chine, c'est en gros les investisseurs européens et américains qui investissaient en Chine, eh bien, ça fait des décennies qu'on n'avait pas vu ça. On est rentré dans une zone de contraction. C'est la première fois depuis... Non, ça fait une année qu'on est quasiment en zone de contraction où les investissements directs étrangers en Chine sont négatifs d'une année à l'autre. Et ça n'avait pas été vu, je crois, depuis 2 ou 3 décennies. Ça veut dire qu'il y a une vraie défiance. Et l'Inde, à côté, a recueilli beaucoup ces investissements-là. Donc la Chine, elle sait qu'elle doit répondre aux États-Unis. D'ailleurs, on l'a vu, tiens, ce matin, avant qu'on enregistre le podcast, la Chine qui commence à dire on va restreindre les exportations de certains matériaux importants dans la fabrication, dans la composition des puces et l'armement. C'est vrai qu'il y a certaines matières premières qu'on trouve aujourd'hui. Voilà. Et je pense que, je vais juste terminer là-dessus, mais je pense que la marge de manœuvre va être limitée. C'est-à-dire que la Chine va répondre il y aura des mesures de rétorsion probables, mais plus fines, plus ciblées. Ce sera moins bazooka, moins je montre les muscles que ce qu'on a pu voir auparavant, parce que la Chine ne peut pas se le permettre. Et il faut aussi que les États-Unis fassent attention quand même, parce que le dollar est élevé, en ce moment est très élevé. Ça peut pénaliser le moteur export américain, même si c'est une économie qui est très domestique, l'économie américaine. Il y a quand même des boîtes qui exportent aux États-Unis. Et si on va trop loin dans les tensions avec l'Europe, la Chine ou le Canada, ça peut quand même pénaliser aussi, quand un dollar fort et des taux élevés, ça peut pénaliser ces boîtes exportatrices américaines. Donc Trump va aussi être un peu contraint par ces éléments-là, de ne pas non plus taper trop fort sur des zones de destination pour les exportateurs américains aussi. Aujourd'hui, pour le moment, en termes d'industrie, on se rend compte qu'au niveau de tout ce qui est valeur technologique, ça a énormément boosté. Au niveau de l'éolien, tout ce qui est lié à l'économie sociale, ça a quand même donné un gros coup de frein. Est-ce qu'on peut imaginer que ça puisse continuer ? Est-ce qu'il y a des impacts potentiels peut-être qu'il pourrait avoir au niveau de l'économie mondiale ? Je pense notamment aux valeurs de l'éolien. On voit qu'il y a déjà certaines entreprises, même au niveau européen, qui sont déjà impactées par cette nouvelle. Est-ce qu'on peut penser que c'est quelque chose qui va vraiment se propager ou c'est juste un effet d'annonce au moment de l'élection de Trump ? Alors, je pense que ça peut être des bonnes opportunités parce que l'éolien se marie très bien avec le minage de Bitcoin et on voit de plus en plus d'États américains qui déposent des débuts de loi pour avoir du Bitcoin dans leurs réserves et pour installer des calculateurs de Bitcoin
autour de leur réseau électrique, parce qu'il faut savoir que le réseau électrique américain, il est assez mauvais. Et je vous invite à aller regarder sur Electricity Map, et vous allez voir en gros les pays qui sont en vert et les pays qui sont en orange, gris, jaune. Ça va plutôt être les pays du nord de l'Amérique, et nous en Europe, on est quand même bien fournis grâce à la France, la Norvège et la Suède aussi qui sont assez bien sur ces marchés. Euh, L'électricité, on a peu de coupures chez nous, mais aux États-Unis, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent et le marché n'est pas encore assez bien développé. Et Bitcoin permet de développer l'éolien et le solaire. On le voit au Texas, ça marche extrêmement bien. Et il n'y a pas que ce côté économique, il y a aussi un fort côté social. On a eu en avril 2021 une tempête de froid énorme qui a tué 700 personnes en un jour. On a eu cette même tempête, à peu près les mêmes caractéristiques, en avril 2024. 0 mort, tout simplement parce qu'on a déconnecté toutes les machines qui faisaient du calcul de Bitcoin pour la réallouer cette énergie sur les hôpitaux et les endroits sensibles. Et du coup, il y a eu 0 mort. Et donc, cette politique de mettre Bitcoin un petit peu partout va aider le développement des énergies renouvelables parce elles fonctionnent très bien avec Bitcoin. Parce qu'en général, les énergies renouvelables, le problème, c'est que quand on en a, tout le monde en a. Donc, en gros, on s'en fout, ça a très peu de valeur. Mais Bitcoin, on en a tout le temps besoin. Et donc, on va pouvoir utiliser ces énergies pour alimenter le réseau et surtout le stabiliser. Si on regarde le cas du Texas, ils ont augmenté de 50% leur production électrique avec seulement 4,8% de CO2 en plus. Et on n'a pas trouvé aujourd'hui quelque chose qui permet de faire ça. Et donc, je peux comprendre qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui soient crypto-sceptiques. Mais si vous croyez à l'IA, vous êtes obligé de croire à la crypto parce qu'aujourd'hui, c'est la seule industrie qui consomme assez d'électricité pour stabiliser le réseau. Ou alors, il faut relancer la production d'acier. Tout à fait. Pour préciser ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux énergies vertes et à l'éolien, t'expliquais en fait pour préciser aux auditeurs qu'en fait le problème de cette énergie, c'est qu'au moment où une éolienne va être activée, en fait cette énergie on ne peut pas la stocker et il faut pouvoir l'utiliser. Et donc ce que tu disais, c'est que justement le Bitcoin, comme il y a cette nécessité de procéder à des calculs, en fait on peut tout le temps utiliser cette énergie sans avoir besoin de rechercher à la stocker et qu'en fait, elle soit sur le réseau et inutilisée. C'est ça que tu voulais dire? Oui, et Ok. puis c'est aussi une façon en fait de vendre son électricité parce qu'on le voit, le Venezuela, ils ont eu des bans sur leur pétrole. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils crament leur pétrole, ils minent du Bitcoin avec et ils exportent leur Bitcoin parce que ça c'est légal. Hmm. C'est un peu, aujourd'hui, si on veut donner une valeur intrinsèque à Bitcoin, c'est le prix de transférabilité de l'électricité à un certain moment. Ok, très clair. Justement, on va enchaîner un peu avec le lien entre les crypto-monnaies, la blockchain et le président Trump. On parlera aussi d'Elon Musk avec le Doge, qui est quand même sa crypto-monnaie de référence. Alors peut-être que tu veux commencer là-dessus, Benjamin, déjà pour nous expliquer pourquoi, à l'ère de Trump, de ce second mandat, les crypto-monnaies sont finalement encore plus prédominantes que lors du premier mandat. Alors bah déjà, dans son premier mandat, il était anti-crypto, parce qu'il était très pro-dollar et il ne voulait pas entendre parler d'autre chose. Depuis qu'il a été, du coup, il n'était plus président, il a quand même lancé 3 collections de NFT, une collection de tokens sur Bitcoin. Donc, et en plus, ça a très bien marché. Très très bien, ça fait partie des seules collections de NFT déjà qui étaient utiles, parce qu'on pouvait gagner des dîners avec lui, des zooms avec lui, ce genre de choses, donc ça avait très bien marché. Et ça l'a rendu populaire, on va dire, sur le marché crypto, où en plus les États-Unis, il y a de plus en plus de crypto actifs qui sont lancés et la population aime bien la crypto parce que ça fait un petit peu comme Trump incarne la défiance politique et que la crypto c'est un peu une sorte de réponse à je veux me désolidariser des banques centrales et tout ça. C'est quelque chose qui matche bien ensemble. Après, il faut pas non plus se leurrer. Trump aime beaucoup les effets d'annonce. Est-ce qu'il va vraiment faire beaucoup de choses maintenant qu'il a été élu? Je ne suis pas sûr. Si on regarde par rapport à Elon Musk, on en parlait au début, la première intention qu'il a, c'est de réduire la régulation sur les voitures électriques autonomes. Il n'a pas parlé des cryptos. Parce que Musk, il est quand même beaucoup plus engagé sur Tesla que sur les cryptos. Donc voilà, après sur Doge, c'est une crypto en gros qui ne sert à rien, qui est un petit peu une blague aujourd'hui, qui apporte des très gros rendements parce qu'en minage aujourd'hui sur Doge, on doit faire du 120-150% annuel. Donc les mineurs qui minent ces cryptos prennent une partie de leurs gains pour le populariser et faire des choses autour de ça. Ça, c'est très important de noter ça. Les cryptos qui rapportent en minage,
ont un budget de la part des mineurs parce qu'il faut bien qu'ils les vendent leurs coins. Sinon, ils ont miné pour rien et ça n'a aucune valeur. Donc, il y a des incentives qui sont créés autour de ça. Et du coup, Elon Musk est un peu la figure, on va dire, c'est un peu du troll qu'il fait avec ça. On le voit même, il va dans les space Twitter crypto où il y a 2000 personnes et il débarque comme ça et il dit acheter du Doge et il se retrouve, il y a 500 000 personnes qui arrivent du coup en 2 minutes. Mais c'est très limite d'un point de vue conflit d'intérêts et un peu délit d'initié. Hein. Bah, alors, c'est une très bonne introduction parce que justement, en France, ce serait un peu dingue de voir quelqu'un qui est si engagé dans une industrie, puisque aujourd'hui, Elon Musk, c'est effectivement les voitures électriques, on en parlait avec Tesla, mais c'est aussi également tout ce qui est aéronautique et conquête de l'espace, Spatial, voilà, spatial. Donc, comment se dire que finalement, il est un peu jugé parti? Oui, c'est vrai que la question des conflits d'intérêts, et tu parlais de la dérégulation de certains secteurs dans lesquels il investit lui-même, c'est clair que je pense que ce qu'il vise en tout premier en termes d'intérêt, c'est populariser et rendre le développement le plus rapide possible des véhicules autonomes, donc sans chauffeur ou autre. Parce qu'il y a déjà, il est un peu concurrencé sur ce secteur-là par Waymo, qui est une division de Alphabet, si je ne me trompe pas d'ailleurs, qui est une division qui fait conduite autonome. Donc là, en arrivant en position de force, en plus en rentrant dans des fonctions d'État, même s'il n'a pas de rôle, il n'aura pas besoin d'être nommé par le Sénat ou autre. Il a nommé un poste de super consultant en fait au sein de la présidence du DOGE, du département pour l'efficience gouvernementale aux États-Unis. Et alors, il est chargé d'un côté de trouver des postes d'économie au sein des administrations, mais aussi évidemment de dire ce qu'il arrange un peu en termes de dérégulation. Dans quel secteur il faut de la dérégulation? Et le secteur en priorité pour lui, parce qu'en termes de chiffre d'affaires et de développement, notamment par rapport aux cours d'action Tesla, c'est là où il y a le plus de potentiel. Le spatial rapporte quand même pas mal, mais quand on regarde le potentiel de chiffre d'affaires, dépendant du chiffre d'affaires sur la conduite autonome, ça écrase complètement ce qu'il peut avoir comme activité dans le spatial, Starlink ou autre. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, on sait que historiquement, les entreprises aimaient bien financer, certains n'étaient que démocrates, d'autres républicains, et d'autres, pour une part de problème, finançaient les deux. On a vu pas mal de responsables de la tech américaine aux États-Unis qui finançaient en fait les centres politiques qui étaient chargés de la communication et des campagnes de chaque candidat. Donc souvent, c'est comme ça que ça se passait. On finançait un peu les deux, et puis comme ça, quand le président de l'un ou l'autre passait, ils rendaient un peu la monnaie par des lois qui étaient plus ou moins favorables. Là, effectivement, c'est la première fois qu'on a une telle, de manière aussi visible, quelqu'un du secteur privé, quelqu'un qui est de génie, qui a développé des activités dans tous les sens, mais qui a des postes aussi importants, aussi rapidement, mais qui effectivement questionne sur le côté un peu éthique et conflit d'intérêts. C'est vrai qu'on voit souvent Musk, le génie, l'inventeur. Moi, je me souviens d'une phase qui était quand même beaucoup moins glorieuse, qui était, ça ne le résume pas, heureusement, mais une manipulation de cours, par exemple, en bourse. Alors, le Doge, c'est pas du tout la même régulation, qui peut dire ce qu'il veut, parce que c'est pas la même régulation, mais par contre, quand il a fait ça sur le cours de l'action de Tesla, là, c'était régulé, c'est un titre listé, régulé par la SEC ou autre, et il avait des soucis, parce qu'il avait en gros laissé entendre qu'il allait retirer Tesla de la cote, en gros qu'il avait des discussions avec des investisseurs privés qui étaient prêts à sortir Tesla de la cote, et à un prix de $420 à l'époque, c'est le fameux joke 420, et alors que l'action, je ne sais plus combien elle valait à l'époque, ça l'avait boosté de manière phénoménale, alors qu'à l'époque, les résultats de Tesla n'étaient pas terribles, il y avait une énorme pression sur la trésorerie, et en gros, il avait besoin que l'action s'envole pour pouvoir se financer de manière plus facile. Et donc, il avait eu recours à cet artifice, cette manipulation de cours. C'est vraiment comme ça qu'on l'appelle. C'est une manipulation de cours. Il avait été sanctionné par la SEC pour ça. Mais ça montre... Voilà, la fin justifie les moyens pour Musk. C'est un peu ça l'idée. C'est que peu importe les moyens, il faut parvenir au but. Donc, si son but, c'est la conduite autonome, probablement qu'il va y arriver. À quel prix ou à quel moyen? Et après, se pose la question de la relation avec Trump. Ce sont deux... on va dire mal alpha, on va dire ça comme ça, dans les affaires, c'est-à-dire que les deux adorent qu'on parle d'eux, ont deux énormes caractères, et la question de la durabilité de la relation va peut-être se poser, parce qu'à un moment donné, est-ce que ça va pas clasher Voilà, c'est une question qu'on peut se poser en filigrane sur cette relation. Ça, et je pense que du coup, Musk, il a un gros conflit d'intérêts aussi avec les cryptos, parce que si on regarde en Californie, on a le droit de recharger sa voiture que la nuit, parce qu'ils ont des gros problèmes électriques, et du coup, tout se lie un petit peu. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé de moyen pour améliorer le système électrique très rapidement, à part Bitcoin. Alors oui, on peut construire des centrales, mais s'il attend 30 ans pour que ce soit effectif et qu'il ait son argent, je ne suis pas sûr que ce soit dans ses plans. Et donc, tout est lié. Et
faut pas voir qu'en gros, ils sont dans la crypto par philanthropie ou on adore la décentralisation et tout ça. C'est que par intérêt. Et le jour où ils vont perdre cet intérêt, ça peut aussi faire très mal sur le marché. Donc, il faut aussi avoir de la prudence là-dessus. Et est-ce qu'on peut envisager aussi les crypto-monnaies comme un refuge dans cette période d'incertitude politique? Parce que comme on le dit, pour le moment, on a identifié les marchés pour lesquels c'était extrêmement favorable, ceux au contraire qui sont un petit peu pénalisés. Mais comme tu le disais, il y a l'incertitude autour de sa relation avec Elon Musk, et puis aussi le fait qu'il aura une marge de manœuvre quand même plus réduite par rapport à son premier mandat, que les Américains l'attendent sur la baisse de l'inflation. Dans cette incertitude-là, finalement, est-ce que les cryptos peuvent être vus comme un refuge? Alors moi, je pense pas parce que justement, juste avant l'élection, on n'était pas sûr que Trump soit élu et Bitcoin avait déjà bien reculé. Je pense qu'aujourd'hui, Bitcoin, il faut le voir comme une valeur industrielle. Si on devait la mettre dans un indice, ce serait le Dow Jones, beaucoup plus que dans le Nasdaq. Il réagit beaucoup plus à l'industrie qu'à la tech. En tout cas, dans les hausses. Par contre, dans les baisses, il réagit très très bien au Nasdaq. Là, il est très très fort pour baisser quand le Nasdaq baisse. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à noter parce que tout le monde fantasme un peu dessus. Si aujourd'hui, c'est une valeur refuge, on a un exemple qui est très clair avec FTX. Quand FTX s'est crashé et du coup a mis une panique sur les marchés crypto, Bitcoin est tombé. Et après, il y a eu un effet domino, c'est qu'FTX avait des avoirs dans des banques qui elles-mêmes se sont mises à être crashées. Et là, Bitcoin est très fortement remonté. Bitcoin est une valeur refuge contre le système bancaire, pas contre la tech et pas contre l'industrie aujourd'hui. Alors ça peut changer, mais aujourd'hui c'est vraiment là où il y a du refuge. Et peut-être quand les États, s'ils se mettent à avoir de plus en plus de Bitcoin dans leurs réserves, ça pourra changer. Mais aujourd'hui, non. C'est vrai que c'est un actif qui est multifacette en fait. C'est vrai qu'il est, il y a des phases, par exemple, je me souviens en 2022, même en 2020-21 en fait, il avait beaucoup réagi à la liquidité mondiale. C'est-à-dire que quand il y a la liquidité des banques centrales liée au Covid qui a inondé le marché, tout a grimpé, les actifs crypto verticales, les marchés actions verticales, tout est dans le même sens. Et quand les banques centrales ont commencé à durcir le ton et à retirer la manne de liquidité et à monter les taux, 2022 notamment, Bitcoin a perdu 70%, je crois, en quelques mois. Donc il est sensible à ça, mais effectivement, dans les phases de géopolitique, je me souviens que par exemple au début malheureusement du conflit au Proche-Orient, comme l'or en fait, au même moment, tout est reparti très vite à la hausse, valeur refuge à ce moment-là. Donc en fait, c'est pas, il ne réagit pas toujours de la même manière. Ça, parfois les taux bougent, Bitcoin va être insensible, et parce qu'il va être plutôt utilisé effectivement par rapport à une couverture contre l'inflation, couverture contre le risque, etc. Puis à un moment donné, il va y avoir un banquier central qui va dire quelque chose, un peu plus, les taux vont se redresser plus fortement, le dollar va bouger, et là Bitcoin va réagir. Donc en fait, on se rend compte, c'est un peu comme l'or. C'est pour ça que moi j'aime le qualifier d'or numérique, ce qui ressemble quand même pas mal, c'est qu'il est multifacette, comme l'or. On ne peut pas dire l'or ne réagit qu'au dollar, ou l'or ne réagit qu'au taux, ou l'or ne réagit qu'à la géopolitique. Ça réagit en fonction de plusieurs critères, et à un moment donné, le marché, les investisseurs disent tiens, ce critère-là, on va le pousser effectivement sur l'or parce que c'est ce critère-là qui nous intéresse en ce moment et qui nous paraît être le plus visible. Donc c'est lui qui va être le catalyseur de l'or. Alors que le même critère, peut-être 6 mois après, ou le même mouvement 6 mois après sur cet élément-là, ne fera pas réagir l'or. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que le même élément à des moments différents n'aura pas le même effet sur l'or. Et sur Bitcoin, on a l'impression que c'est un peu pareil aussi, que ça réagit par impulsion. Le thème des ETF à une époque, énorme rallye sur les ETF, puis plus rien pendant 9 mois. Thème politique, Trump, énorme rallye. Tu en parlais de la trésorerie aussi. Thème des entreprises qui veulent mettre du Bitcoin dans leur trésorerie, les États qui réfléchissent, certains, à mettre ça dans leurs réserves stratégiques. On voit que le marché se dit de thèmes comme ça à un moment donné, ça pousse. Et puis une fois que le thème a été essoré, voilà, qu'est-ce qui nous reste? Quel est le thème suivant, voilà. Et c'est là que souvent les phases un peu de prise de gain, de retracement intérieur, avant que le thème suivant soit moteur à nouveau. Et pour revenir sur le côté géopolitique, il faut voir que quand il y a des tensions entre de nouveaux pays, là on va avoir Bitcoin qui monte parce qu'on va se dire ils vont être écartés du marché international et Bitcoin va être utilisé. Il faut quand même le noter. Bitcoin, ça peut être, il y a plusieurs études, mais entre 4 et 5% des volumes qui sont pour de la fraude. Alors, dans de la fraude, il n'y a pas que des trucs terribles, il y a beaucoup de fraude, on va dire, dites géopolitique. Par exemple, la Russie qui l'utilise pour bypasser des sanctions internationales. C'est là où c'est très utilisé. J'ai des amis russes qui me disent qu'aujourd'hui, elles peuvent faire du change seulement au travers du Bitcoin. Oui, ça ne m'étonne pas. Effectivement. Et on l'a vu quand il y a eu des représailles d'Israël sur l'Iran. C'est sûr qu'ils utilisent Bitcoin en Iran parce que Bitcoin a perdu $5 000 quasiment instantanément. Donc, si par exemple, il y aurait un contrôle, je ne sais pas, l'Iran qui perdrait, on va dire, sa guerre politique et idéologique et on mettrait quelqu'un qui serait pro-Occident, Bitcoin serait impacté négativement. De même si en Russie,
Vladimir Poutine perdrait le contrôle et on mettrait quelqu'un pro-Occident, ce serait pareil. Et on pourrait trouver une autre région, du coup, qui est aujourd'hui stable, qui deviendrait instable. Bitcoin pourrait en profiter. Alors j'avais une question aussi parce que tu reparlais du conflit avec la Russie et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déclarations de Trump en disant on va arrêter de payer pour fournir de l'armement à l'Ukraine. Mais d'un autre côté, tout cet armement, c'est l'industrie américaine. Oui. Donc je me pose la question de savoir, mais dans quelle mesure va-t-il vraiment réduire la voilure par rapport à cette aide, sachant que ça pourrait pénaliser des entreprises américaines. Oui, c'est vrai qu'on a souvent présenté, même Trump lui-même, finalement, présenté les dépenses militaires américaines comme des cadeaux à l'Ukraine sans contrepartie, ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que tout l'armement qui était envoyé à l'Ukraine était une grosse partie fabriquée aux États-Unis. Donc ça fait tourner les usines américaines, ça faisait des contrats, ça faisait zapper des salaires, ça faisait aussi, ça participait au PIB américain, cette grosse croissance que les États-Unis ont connue. Une partie était induite par cette industrie de l'armement. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question. Alors, il y a deux façons de voir les choses. La façon, évidemment, la plus humaniste, de dire s'il arrive à mettre fin à certains conflits qui durent depuis des années, tant mieux et souhaitons-le. De l'autre côté, et donc, ce qui peut avoir effectivement un effet un peu de ralentissement sur l'investissement dans l'armement et dans les commandes passées à l'industrie militaire américaine. Mais de l'autre côté, il y a cette course permanente en fait. C'est-à-dire que même s'il y a des points chauds qui refroidissent, et souhaitons-le, il y a toujours la question de superpuissance mondiale. La Chine, il n'y a toujours pas de conflit, espérons aussi qu'il n'en ait jamais, mais on voit bien que c'est une course à l'armement avec la Chine pour avoir toujours l'arme la plus performante, avoir une longueur d'avance. Et ça nécessite des investissements permanents. Donc je dirais que, à mon avis, ce n'est pas un secteur. Je pense qu'il y a comme tu dis sur le Bitcoin, c'est-à-dire s'il y avait à un moment donné des discussions de paix qui s'ouvraient en Ukraine, probablement qu'on verrait sur le marché actions, toutes les actions des boîtes d'armement américaines partir à la baisse. Mais ce serait des trous d'air buy the dip. En gros, ça perd 15-20%. Il faut l'acheter parce que c'est comme la santé ou autre. Voilà, c'est comme la santé des secteurs qui ne font que monter historiquement et tous les creux qu'on peut rencontrer, c'est des secteurs qui sont en fait stratégiques. La santé, la défense ou autre. Donc, on ne peut pas parier durablement contre ce genre de secteur. C'est s'il y a un gros trou d'air, ce qui peut arriver, c'est plutôt une opportunité pour racheter plutôt que de se dire que ça va baisser pendant 3 ou 4 ans, ce qui semble impossible dans le contexte mondial actuel, États-Unis, Chine notamment. Et là où il est moins tenu avec l'armement, c'est que les entreprises d'armement sont plus détenues par des démocrates. Donc ça lui fera moins mal déjà. Et on l'a bien vu avec FTX, parce que FTX, il y a eu quand même beaucoup de fraude autour de ça, avec l'Ukraine. Une partie de l'argent qui était investi en Ukraine retournait aux États-Unis, comme par hasard dans des wallets de politique, parce que tout est public, donc on peut tout traquer via FTX. Mais on a abandonné les charges sur ça parce que ça aurait mis trop de temps et on voulait un procès rapide. Et ça, c'est public. On l'a un peu passé sous le tapis et c'est que des démocrates qui sont dedans. Donc c'est pour ça aussi qu'il veut accélérer là-dessus parce que ça ne va pas dans la poche des copains. Et est-ce que, également, par rapport à la blockchain, on peut imaginer des changements au niveau de la gestion de l'administration, ce genre de choses? Comme tu le disais, aujourd'hui, avec la blockchain, tout est visible. On peut tout traquer. Est-ce qu'on peut imaginer que ça pourrait changer un petit peu les choses? Il faut déjà qu'il y ait une volonté politique et des entreprises. Je parlais avec quelqu'un qui était bien placé chez Hermès et qui me disait nous, on ne peut pas mettre de blockchain, puisque, alors je ne dis pas en termes de volume, mais 50% de leur chiffre d'affaires est fait sur de la vente pour des cadeaux extra-conjugaux. Donc ils n'ont pas forcément envie que ce soit traqué avec de la blockchain, ils préfèrent que ce soit très discret. Et comme moi avant je travaillais sur le marché du pétrole, déjà même le marché du pétrole, à part le Brent, c'est très très mal coté. Si on veut acheter du pétrole à Singapour sur différentes qualités, ce qui va être utilisé pour des bateaux, des avions, tout ça, la bourse est très très mauvaise là-dessus parce qu'on aime bien ce côté opaque, parce que ça permet de faire de l'argent, de tirer un petit peu sur différentes ficelles pour faire du trading. Et donc, il y a beaucoup de marchés qui n'ont pas d'intérêt aujourd'hui à aller sur de la crypto. Donc, je pense qu'au-delà de Bitcoin et de son efficacité à stabiliser le réseau électrique, il y a quand même peu de cas d'usage. Et je le vois, on a onboardé plein de compagnies, La Poste, PMU, Pernod Ricard. C'était plutôt des cas d'usage fun plutôt que de réelles choses. Alors, si on veut terminer sur un point positif, il me semble que c'est la Roumanie qui passe son système électoral en blockchain. Ok.
Donc on voit quand même des avancées Oui. démocratiques qui sont belles en partant de quelque chose qui à la base était anti-système. Oui, mais finalement. même le cas, je pense, le plus incroyable là-dedans, et qui souvent est probablement celui a le plus de potentiel quand on parle des volumes, tu me diras si tu es d'accord avec ça ou pas, c'est la question des banques. C'est-à-dire que les banques américaines, on se souvient aussi que les cryptos à la base, c'était aussi un peu contre ça. C'était vraiment anti-système. On se passe des banques centrales, des banques, plus besoin de zones centralisées, on fait tout en décentralisé. Les banques ont réussi à aller chercher, même à établir, JP Morgan, je crois qu'ils ont créé leur propre, tu m'arrêteras si je me trompe, propre blockchain. Et ils arrivent à cette blockchain avec des banques européennes, par exemple, ils font des tests de tokenisation. Ça, je pense qu'il y a un vrai gros marché là-dessus, la tokenisation. C'est en gros dire, aujourd'hui, vous voulez acheter une action, je sais pas, LVMH, c'est centralisé à Paris, etc. Tokenisé veut dire que vous pourrez acheter l'équivalent de cette action, finalement, mais peut-être de manière décentralisée, sur des places qui sont plus uniquement centralisées, mais des places décentralisées. Et vous aurez un actif tokenisé qui vaudra l'équivalent d'une action, par exemple. Ça, je pense qu'il y a un vrai potentiel parce que ça rend les transactions effectivement parfois plus sûres, probablement, traçables, plus rapides, peut-être moins chères aussi. Et ça, les banques, ce qu'elles veulent, c'est un peu comme on peut être de l'armement, de la performance. Les banques, c'est ce qui compte aussi, c'est la vitesse des transactions. Est-ce qu'on peut faire une transaction le week-end, par exemple? Ça, c'est pas mal. S'il y a une crise ou autre, un marché centralisé, souvent, ça ferme le vendredi, ça ouvre le dimanche soir ou le lundi. Imaginez, vous avez un truc le week-end, une crise le week-end, une banque qui va aller plus vite dans l'échange de collatéral, de vente d'actifs ou autre. Si vous avez accès à une blockchain qui vous permet de faire des transactions très rapidement, très liquides ou autre, ça c'est un futur peut-être un peu lointain, mais on voit que les banques américaines, et c'est là-dessus que l'administration américaine, je pense, va aussi travailler. Trump, il n'aime pas trop les banques, soi-disant. La puissance financière américaine, elle compte quand même. Donc si les banques américaines arrivent à être plus puissantes, plus rapides que les banques européennes, chinoises, autres, parce qu'elles utilisent des transactions blockchain et des actifs tokenisés, moi, je crois à ça. Je pense que un des gros fils directeurs de la crypto, ça va être cette question de la tokenisation et de l'usage qu'en font les banques pour leurs clients et pour elles-mêmes, dans les transactions entre banques, en utilisant des blockchains qui seront peut-être des blockchains privées, mais des blockchains quand même. Tu parlais de ça en plus quand tu comparais à la vitesse des transactions Visa justement par rapport Oui, à... Visa, c'est 24 000 transactions par seconde et il pousse un peu pour Noël à 35 000. Mais vous allez voir, vous faites vos paiements dans la quinzaine de Noël. Il y en a plein qui sautent parce que justement, c'est pas assez rapide. Là où sur Bitcoin, alors Bitcoin, c'est très lent, mais avec des sous-couches de Bitcoin, on peut aller beaucoup, beaucoup plus vite. Et il y a aussi Solana qui est à 65 000. Oui. Et avec, en gros, le Lightning Network, la sous-couche de Bitcoin, on peut passer à 40 millions, je crois. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Là, par contre, où je vois un peu cet aspect dérégulation et au niveau des banques, c'est la crypto que personne n'a vu venir qui a explosé, c'est XRP. Qui a vraiment battu tous les records, passant Et de tu 40 as une centimes. idée des raisons qui ont pu Je pense que pousser ce c'est boost complètement délit d'initié et que ça va être dérégulé. Ils avaient énormément de procès avec la SEC et que l'administration de Trump ont dit on s'en occupe. Là-bas, c'était quoi le projet XRP, si tu peux rappeler Alors, le projet XRP, c'est de faire le système interbancaire en blockchain. Voilà, pour que les échanges soient plus rapides et surtout contrebalancer le fait qu'aujourd'hui, les blockchains, à part Solana, n'ont pas d'eurodatage. En fait, ils ont un eurodatage sur les blocs. XRP permet d'avoir un eurodatage comme dans les banques à la transaction. Eh oui. Ce qui, du coup, est plus simple. Et la blockchain, elle est publique, mais elle est contrôlée par très peu d'acteurs. Donc, elle reste centralisée par rapport à beaucoup d'autres protocoles. Et donc, du coup, les banques sont actrices directement, sont nœuds validateurs de XRP. En tout cas, on a vu plein d'applications nouvelles de cette technologie Bitcoin et de la blockchain. Est-ce que vous voulez rajouter des choses avant qu'on Juste termine qu'on parle aux gens, peut-être ceux qui sont moins experts que Benjamin, ça, dire voilà, finalement, le marché crypto, c'est combien, c'est quoi, quelle taille, est-ce que c'est gros, c'est pas gros, etc. C'est plus gros qu'il y a quelques années, c'est très clair. C'est un peu plus de 3 000 milliards aujourd'hui de taille de marché, quand on inclut tout, mais sachant que c'est un marché extrêmement concentré. On additionne en gros l'équivalent des parts de marché Bitcoin et parts de marché, si on peut parler comme ça, ou market cap Bitcoin et Ethereum, on est à plus de 70%. Ça, en gros, c'est plus concentré que si on comparait le marché blockchain à un Nasdaq, par exemple. Le Nasdaq, on sait que le Nasdaq 100, il y a les 7 magnifiques qui font plus de 60% du Nasdaq 100. Mais ils sont quand même 7. Ce marché crypto, deux cryptos qui font acteurs, plus de 2 tiers du marché. Donc ça c'est quand même très concentré, mais ça grossit en taille. Et pour le comparer, par exemple, le marché obligataire mondial, si on prend le marché obligataire, souverain, entreprise ou autre, c'est plus de 120 000 milliards de taille de marché. Donc crypto, 3 000 milliards. Marché obligataire mondial, qui est le plus gros marché, plus de 120 000 milliards. Marché action mondial, entre 70 et 80 000 milliards.
Voilà, donc ça donne à peu près les ordres de grandeur entre marchés et l'or aussi. Si on compare Bitcoin, seulement Bitcoin, donc c'est quoi, 1007-1008 à peu près milliards de dollars aujourd'hui de taille de market cap pour Bitcoin. Le marché de l'or mondial, banque centrale et or plus liquide ou autres transactions classiques, c'est selon ça varie, mais c'est entre 15 000 et 20 000 milliards. Donc finalement, c'est pas si gros que ça le marché crypto, mais justement, ça grossit, on le compare à d'autres marchés, le potentiel probablement il est là. C'est pas de dire que ça va taper la taille du marché obligataire, mais que le potentiel d'adoption et de taille de marché a encore de quoi se développer. Ça reste encore un petit marché finalement. C'est l'équivalent d'un gros CAC 40, voilà si on devait dire ça comme ça. C'est l'équivalent d'un gros CAC 40, voilà le marché total des cryptos où il y a plusieurs milliers, même plusieurs dizaines de milliers d'actifs disponibles. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter, Benjamin ? Non, je suis très heureux d'avoir participé avec vous. Je pense que les cryptos ont encore beaucoup d'avenir. Il faut être prudent parce qu'on est quand même sur des tops de marché. Moi, je vois de plus en plus de signes qui me disent qu'il ne va plus rester beaucoup de potentiel. Le mois de décembre reste un très bon marché, surtout dans ce qu'on appelle le bull run, qui est tous les 4 ans qu'on a avec chaque halving. Janvier reste pas mal, mais passé le 15 janvier, je vais faire un gros point sur mes assets. Je ne vendrai jamais mes bitcoins, ça c'est sûr. Mais tout ce que j'ai en plus, il y a moyen que j'enlève ça. Je reste un petit peu en stablecoin parce qu'il y a beaucoup de stratégies qui sont intéressantes en farming sur la DeFi en ce moment. Et après, racheter du bitcoin quand ça aura baissé un petit peu, parce que bitcoin pourrait rebaisser à 30 000 ou 60 000 $, ce serait même pas choquant. C'est envisageable, quoi. Oui. C'est pas impossible. 60 000 $, ouais, quasi sûr. Parfait. Merci à tous les deux. Merci à vous, merci Bella. Merci Bella.